RMC, face aux grandes gueules. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Vous l'avez sauvé, On a sauvé qui? Sébastien Lecornu. Moi, je pense que c'est vraiment pas le sujet, vous savez. Et hier, vous avez voté la suspension de la réforme des retraites. J'imagine qu'il était soulagé, dû fêter ça hier soir. Grâce à la gauche, une partie de la gauche, il peut continuer. Vous savez, c'est vraiment pas mon sujet. Moi, je sais pour qui je me bats. Je sais pour qui je me bats tous les jours. Et simplement, je vois qu'il y a 500 000 personnes, 500 000 ouvriers, salariés, employés, qui vont pouvoir partir en retraite 3 ou 6 mois à l'avance. Je ne vais pas passer ces miettes pour un festin. Je ne dis pas c'est formidable, mais je dis ce que je prends, je le prends. Quand il s'agit de faire le plein d'un caddie pour les auxiliaires de vie et de gagner ça à l'Assemblée, je prends. Quand il s'agit d'avoir un 13e mois pour les femmes de ménage, je prends. Et bien là, il s'agit pour moi de défendre les travailleurs de mon pays et de faire qu'il y en ait 500 000 qui puissent Que partir. répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes finalement l'allié de Lecornu, de la droite Je pense que vous valez mieux que ça et que... Non, mais c'est pas moi qui le dis. Mais Notamment d'accord, Jean-Luc je pense Mélenchon, qu'aujourd'hui- lui. Aujourd'hui, la politique, elle vaut mieux que ça, vous savez. Enfin, elle doit valoir mieux que ça que... Ce qui compte, c'est le résultat. Cette assemblée où personne n'y comprend rien. Donc le sujet, il n'est pas là. Il est maintenant comment on se bagarre pour les Français. Et je vais dire autre chose. Vous savez, moi, ce qui m'a le plus frappé dans le choix d'Emmanuel Macron de faire cette réforme sur les 64 ans, c'est qu'on était dans un temps où on avait traversé la crise des Gilets jaunes, on avait traversé la crise Covid, on a eu la crise de la guerre en Ukraine avec la crise des factures d'énergie et d'inflation. Et dans ce temps-là, je pense que la responsabilité d'un président de la République, c'est de chercher à rassembler et de se demander comment on peut porter un projet Oui, ensemble. mais il y a un système des retraites à financer aussi. À ce moment-là de notre histoire, dans un moment où la C'était pas la psychologie priorité. des Français était très mal en point, je pense que l'objectif du président de la République, c'est l'unité de la nation. Et là, qu'il a déchiré la nation. Est-ce que, dans les mois qui viennent, on trouve un chemin pour un peu réconcilier la nation, pour qu'on porte un projet ensemble, plutôt que de se Mais déchirer? il faudra quand même une réforme, non? La réforme, ça sera l'un des sujets de discussion, et j'espère pas le sujet central, en toute franchise, De la présidentielle. de la présidentielle de 2027. Donc là, on a un gel jusqu'au 1er janvier 2028. C'est pas une suspension, c'est un gel, voilà, c'est gelé. Et Abrogation. c'est pas une Non, abrogation. non, c'est pas l'abrogation, non. C'est pas une Un abrogation. décalage. Mais Et- qui va reprendre ça? Et Quel candidat à la présidentielle va reprendre mais il re- Oui, la, si vous avez la vu loi Gabriel- telle qu'elle était? Qui va Regardez la- Gabriel Attal, le macroniste, qui défendait cette réforme, maintenant défend une autre réforme. Bah, donc, Lui, il veut personne. supprimer l'âge légal. Madame Borne peut-être va la reprendre. Eh ben, Non, il y aura, elle ça même, fera elle- partie de la discussion. Mais je vais vous dire, moi, je pense pas que la seule discussion sur la retraite fasse un projet pour le pays. On est d'accord. Et voilà. Là-dessus, on est Et d'accord. on doit avoir des Notamment discussions pour nos jeunes. sur qu'est-ce qu'on fait avant. Ah Voilà. oui, Comment on Ouais, travaille c'est avant. d'accord. Et vous savez, mon engagement, moi, sur le travail, et si on veut augmenter la production de notre pays, eh ben, il faut faire que les jeunes, ils entrent sur le marché du travail, pas en passant par des CDD, par de l'intérim, par des stages et par de la précarité, mais en ayant pas ces épreuves à franchir. Et à l'autre bout, vous savez, le taux d'emploi des seniors, indépendamment de l'âge de départ à la retraite, il n'est pas bon, parce qu'on a un taux d'inaptitude record. 100 000 inaptitudes dans notre pays. On a doublé ça. Ça veut dire 100 000 personnes qui sont broyées physiquement ou psychiquement. C'est des burn-out, c'est des troubles musculo-squelettiques qui sortent du marché du travail, et c'est un coût en dizaines de milliards d'euros. Donc je pense qu'on a bien d'autres sujets à mettre sur la table pour notre pays d'ici 2027, et que voilà, on doit pouvoir en discuter et sans être miné, parce que c'est un cancer. Cette réforme des retraites a été un cancer démocratique. Quand le président de la République fait ça contre 8 Français sur 10, contre tous les syndicats unis et contre une majorité de députés à l'Assemblée, Bah. ça pourrit dans le pays. Inévitablement, vu ce que vous venez de nous dire, se posera la question de votre candidature, de toute façon, aussi, en Vous savez, 2027. je suis passé à BFM, donc dans la même maison ce dimanche, ils m'ont posé 18 fois la Non, question. non, moi je vous la pose Et, pas. bah, On la voilà, posera c'est qu'une très fois. bien. Je vous la pose une fois, c'est tout. Non, mais c'est parce que. Voilà. Non, je dis simplement, ça va se Mais il faut reposer une à un moment. réponse. Il faut Ça une se réponse. reposera. Moi, Voilà. je vous réponds, ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment, parce que là, on ne sait pas si on va avoir un budget, on ne sait sûr. pas si on va avoir une dissolution. Même si le gouvernement va tenir. Ça n'est pas voilà. le moment. Et là, il y a une. Peut-être même que le président on est dans partira, une d'ailleurs. parenthèse, dans un temps suspendu. Et ben dans ce temps suspendu, on se bagarre pour offrir ce qu'il peut y avoir, sinon de meilleur, du moins de moins pire pour les Français. Et parmi ce qu'on peut offrir, il y a quoi? Il y a le Mercosur, ce serait le pire qu'on puisse offrir aux Français, alors, l'accord de libre-échance avec l'Amérique Alors, du Sud? Vous savez que je suis porteur d'une résolution C'est qui pour ça que passera vous en êtes là, commission des affaires européennes mardi prochain. Je vais vous dire pourquoi je me bagarre sur ce Mercosur, moi. J'ai vu dans ma Picardie les usines partir vers une Chine qui est devenue l'usine du monde. Je ne veux pas voir
de ma Picardie et de tout le pays, les fermes partir vers une Ukraine qui deviendrait la ferme-usine de l'Europe ou vers un Brésil qui deviendrait la ferme-usine du monde. Or, là, cet accord sur le Mercosur, c'est un gouffre qui sépare deux agricultures. Il y en a une où on demande de faire mieux, de monter en gamme, d'être attentif au bien-être animal. Et de l'autre côté, vous avez des fermes qui font des dizaines de milliers d'hectares, d'un salaire de 350 € par mois, et 52 molécules très exactement qui sont interdites ici et qui sont permises là-bas. Les hormones de croissance, quelque chose qui s'appelle le paraquat par exemple, c'est quelque chose qui est interdit depuis 2008 dans l'Union européenne parce que ça file la maladie de Parkinson. Et bien là-bas c'est autorisé. Donc évidemment ça pose des grands enjeux sur les soucis de santé, sur les soucis d'environnement, sur les soucis de modèle agricole, mais je crois que le pire c'est la démocratie. Le pire c'est la démocratie. Quand c'est la première victime, quand l'Assemblée dit 2 fois non, quand le Sénat dit 2 fois non, quand 76% des Français disent non, quand tous les syndicats agricoles disent non, quand toutes les associations environnementales disent non, et qu'à la fin, on a Madame von der Leyen qui, en notre nom, va signer le traité avec le Mercosur, ça pose un grand souci Emmanuel sur la Macron a dit non devant les agriculteurs hier à Toulouse. Et il dit pas la même chose devant Lula. Il a dit oui. Alors le problème, c'est qu'en Amérique du Sud, il dit pas la même chose. Mais il a dit non devant les agriculteurs français. Eh bien, qui le pose ce nom-là avec clarté? Parce que là, c'est pas le cas depuis des mois. Et donc, moi, pour qu'il le pose avec clarté, je demande au président de la République de se pourvoir devant la Cour de justice de l'Union européenne et de dire, voilà, ce traité n'est pas conforme au fonctionnement de l'Union européenne parce que Mme von der Leyen, en découpant l'accord, vous savez qu'elle elle contourne les parlements nationaux. Et ensuite, il y a des mécanismes à l'intérieur de cet accord-là qui, en fait, viennent miner nos normes. Oui, mais il n'y a pas qu'elle qui est pour. L'Allemagne est pour, l'Italie est pour. Parce que si on inverse ces choses, je suis d'accord, on ne peut pas importer n'importe quel produit. Mais justement, c'est l'intérêt d'un accord, c'est qu'on encadre les choses et qu'on peut exiger aussi le respect de certains critères. Parce que s'il n'y a pas d'accord, finalement, ça n'empêchera pas ces produits d'arriver, mais ça ne sera pas contrôlé et ça arrivera n'importe comment. Donc, on peut y voir aussi peut-être un accord de libre-échange. Ça organise aussi le marché. Là, en l'occurrence, il y a des quotas d'importation qui existent. Il s'agit de les relever très notablement en autorisant 99 000 tonnes de bœuf en plus et 180 000 tonnes. Nous, on va vendre des produits là-bas. Non, mais moi, je vais poser une question. Qui aujourd'hui va contrôler dans les bateaux qui arrivent à Rouen les quotas qui arrivent déjà aujourd'hui? Qui va vérifier que dans les carcasses congelées qui arrivent à Rouen, il n'y ait pas d'hormones? Mais il n'y a personne qui fait ça. Mais à l'Europe, personne ne fait ça. Un conteneur sur 5000 qui est ouvert dans le port du Havre. Bon, voilà. Donc, vous savez, la question centrale pour moi, elle est celle de la démocratie. Elle est, quand est-ce que les Français ont voté pour la mondialisation? Jamais ils n'ont voté pour la mondialisation. Quand est-ce qu'ils ont voté pour aller avec la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce? Jamais ils ont voté là-dessus. Elle s'est imposée à nous, la mondialisation. Après, on peut peut-être la réguler ou justement la contrôler, mais elle s'est imposée avec les échanges entre les pays. C'est le repris de justice qui nous a mis dans l'Europe en ratifiant un traité que les Français vont voter contre. C'est Nicolas Sarkozy. D'accord, mais la mondialisation, on ne vit pas sur une île déserte, pardon, et on vend aussi des produits étrangers. Très peu, malheureusement, pas assez, sans doute, parce qu'on ne produit pas assez en France. En matière agricole, on a basculé cette année. La balance commerciale agricole a basculé. Réponse sur la mondialisation, justement. La mondialisation, elle suppose des régulations. Or, depuis plus de 20 ans, on a fait du libre-échange et non pas du juste-échange, et on a permis un laisser-faire tous azimuts dans tous les sens. Donc il faut dire non à un grand déménagement du monde, et à un moment, il faut poser les accords commerciaux, la politique commerciale, c'est de la politique. Ça détermine la politique industrielle, ça détermine la politique agricole. Et il ne faut pas faire comme si c'était en dehors du champ de la démocratie et que c'était juste des questions d'expertise, de compétences, avec des gens qui sont fans de Ricardo et qui nous disent que c'est la théorie des avantages comparatifs et si tant mieux si on doit produire à l'autre bout de la planète. À un moment, il faut que les Français puissent dire qu'est-ce qu'on veut. Et ce n'est pas l'autarcie. C'est de venir dire qu'il doit y avoir de la régulation possible. Ça, sur l'agriculture, mais je dis la même chose sur l'industrie. Oui, mais nous, on est toujours sur la régulation. C'est la grande spécialité en France, c'est de réguler. Mais le vrai enjeu, c'est de produire français. C'est d'ouvrir des usines, c'est de permettre à les agriculteurs de se développer. C'est bien de réguler. Mais il encore qu'ils aient les moyens. Compétitifs, quoi. Être compétitif. Non, mais ça, c'est un grand mot, les gars. acheter. Être compétitif. Mais concrètement, comment vous le décrivez, être compétitif?
Quand moi, agriculteur français, j'ai pas le droit d'utiliser ça, j'ai pas le droit d'utiliser ça. Tourne-toi vers François Ruffin. Je passe 2 tiers de ma vie à remplir des ce sont papiers. les députés qui votent ça. Non, enfin, pas complètement. Si. Pas complètement. Et il y a même souvent des normes qui sont renforcées par la ça. France. Sur les papiers, on peut être d'accord et je pense qu'il faut trouver un grand moyen que on contrôle les gros, mais on accompagne les petits. Et là, on n'y est pas du tout, pas seulement pour les agriculteurs, mais pour les restaurateurs, pour à peu près tout le monde dans le pays. Il y a une surcharge administrative et c'est un gros souci en passant son temps sur des. Maintenant, c'est plus des papiers, c'est plus de la paperasse. C'est 40% aller du sur des temps d'un plateformes agriculteur numériques où on doit remplir des codes, avoir des mots de passe, et ainsi de suite. Et tout ça est un gros souci aujourd'hui. Maintenant, je veux dire, on fait une schizophrénie à l'égard des agriculteurs. On leur dit 2 choses en même temps. On leur dit, soyez compétitifs. Produisez. Soyez compétitifs avec les fermes néo-zélandaises, avec les fermes brésiliennes, avec les fermes ukrainiennes. Et on leur dit, de l'autre côté, montez en gamme et assurez notre souveraineté nationale. Eh bien, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Il faut choisir. Il faut fixer un cap. C'est un mot, Bruno Defayet, qui était le président de la Fédération nationale bovine, quand il est intervenu en commission des affaires économiques, il a dit « Quel est le cap que vous fixez à l'agriculture française ?» Et à mon avis... Soit on est un marché de niche, soit on est un marché pour nourrir tout le monde. Tout le monde ou tout le pays. Voilà. Et là, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de cap qui est fixé à l'agriculture française. Après-guerre, il y a eu un cap. Et moi, je salue nos grands-parents et les miens qui ont participé au fait qu'en une génération, on a retrouvé notre souveraineté parce qu'on a fait des choix qui ont permis de retrouver une autonomie alimentaire. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, question à François Ruffin. Alors, moi, j'entends bien ce que vous dites sur justement que la retraite, c'est pas la colonne vertébrale et c'est pas elle qui doit être le centre de tous les débats politiques et qui a évidemment énormément de sujets. Et moi, la question que je voulais poser, c'est que, en fait, produire de la richesse avec une jeunesse qui croit plus en ce pays, qui a envie de partir, qui est beaucoup en retard sur beaucoup de choses, malheureusement, où il y a un sentiment de déclin partout, même si parfois il n'est pas vrai, il n'est pas réel, mais quand même il y a ce sentiment de déclin, ce sentiment que la politique, de toute façon, elle sauvera plus personne, que la classe politique sauvera plus personne. Et comment justement redonner aux Français l'envie de se réinvestir intellectuellement, redécouvrir l'esprit critique, redécouvrir que produire de la richesse, que créer. J'ai lu un papier extrêmement intéressant d'un Français, plutôt de très bon niveau, qui a voyagé en Asie. Et il est revenu et il a dit « La splendeur de la France se vend partout. Elle est extraordinaire. On vend le béret, la baguette, l'art de vivre, la démocratie, le luxe, la mode. On vend tout. Tout se vend ailleurs dans le monde. Et en France, c'est devenu désuet. C'est-à-dire qu'on peut plus avoir ça. Et je pense que la première chose que les Français doivent retrouver comme histoire et comme belle histoire, c'est ce rapport avec leur pays. J'y suis, je produis, je crée, et le reste suivra. Et il faut un cap. Tout à fait. Mais je suis pleinement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Moi, je pense qu'il y a un mot-clé, c'est fierté. Oui, c'est ça. Il faut retrouver la fierté. Moi, je dis, on doit conjuguer les fiertés. Il peut y avoir une fierté locale. Vous avez cité les régions d'où on vient, qui se conjuguent avec une fierté nationale, qui se conjuguent avec une fierté du travail. Et il y a autre chose. C'est que... il nous faut un projet. Vous savez, c'était les grands mots d'Emmanuel Macron quand il a été élu en 2017. Mon projet. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, eh bien, en fait, tout ça, c'est vidé et il y a 0 projet. Et quand on entame son premier mandat en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est pas un projet. Quand on entame le deuxième mandat en faisant la retraite à 64 ans, c'est pas un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, le vide du pays, c'est un vide de projet. Et de fierté. Et les deux sont liés. Oui, mais voilà. voter toujours plus d'impôts sur les riches, c'est pas non plus un projet. C'est pas ça qui fera l'avenir de nos enfants. Ça peut être un projet. Ça. Je vous le dis, c'est pas un projet. Bah oui. C'est un moyen, ça n'est pas une fin. C'est un outil. C'est un outil. Ça donne pas le cap. C'est un outil, mais ça n'est pas un projet. Et, je pense que, vous savez, il y a cette phrase d'Antoine Saint-Exupéry qu'on voit sur les assiettes en porcelaine chez nos grands-parents. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et je pense que ce qui est vrai pour un couple, quand il n'a pas de projet, quand il ne regarde pas ensemble dans une direction, d'avoir des enfants, un pavillon, de partir en vacances ensemble, c'est vrai pour une nation. Et si elle regarde pas ensemble dans une direction. Et je pense qu'on a des défis à relever. Et la France, elle a des savoirs et des savoir-faire pour ça. On a un défi démographique. Quand il y a 20% de natalité, de baisse sur 10 ans, c'est un grand souci. On doit se demander comment on fait
pour que les jeunes couples qui aujourd'hui ont envie d'avoir des enfants, mais qui retardent ça parce qu'ils n'ont pas le logement assez grand, parce qu'ils n'ont pas le boulot stable, parce qu'ils ont peur de l'avenir, eh ben, ils puissent aller là-dedans. On a un défi climatique. Il y a une proposition, c'est de donner 1 000 € à un enfant quand il naît, de le mettre sur un compte épargne. Pour capitaliser. C'est une proposition. En tout cas, ça doit débattu. La politique familiale doit faire l'objet de discussion. Je vous dis, moi, la clé, c'est le logement. La clé, c'est le logement. Et dans ce pays, on ne parle pas assez du logement. On a aujourd'hui 3 millions de personnes qui sont en demande de logement. On a un tiers des gens qui consacrent un tiers à la moitié de leur budget au logement. Le pouvoir d'achat, c'est la question du logement. Et vraiment, on a un gros souci sur le logement, y compris la politique familiale passe par Bruno de Vierzon. Ouais, une fois que le budget devrait être voté, parce qu'il en faut un pour la France, est-ce que tu penses que derrière, vous pourrez continuer à travailler ensemble pour construire quelque chose pendant un peu plus d'1 an? Par exemple, tu vois, sur l'industrie. C'est vrai que tu viens de parler de l'industrie. On les entend tous nous dire l'industrie ça va pas, on produit pas assez. Est-ce que là tu penses que pendant 1 an vous allez pouvoir faire des choses, gagner des petites victoires comme là vous venez de faire? Parce que moi je comprends, je vais te dire la vérité, moi je comprends la France Insoumise qui dit qu'eux ils ont leur truc à eux c'est l'abrogation, donc ils vont pas voter une suspension. Et je comprends aussi très bien ta position de dire bah voilà, c'est une petite victoire. Attends, tu te mouilles plus, toi. Bah non, mais c'est la vérité en fait. À un moment donné, eux, ils ont un mandat. Enfin, je veux dire, la France Insoumise, ils ont un mandat. Est-ce que tu penses que tu peux avoir d'autres victoires après, tu sais, sur l'industrie, sur le fait qu'on arrête de donner 211 milliards à des boîtes qui se barrent? Tu vois, en ce moment, on a ArcelorMittal qui a 2 doigts de se barrer de France. 112 milliards qu'on a bah, en fait, si, une fois que... Alors là, par exemple, sur ArcelorMittal, on se bagarre pour qu'il y ait une nationalisation, puisqu'il y a eu de la protection qui est plus ou moins mise au niveau européen, et c'est une bonne chose. Mais si jamais l'industriel veut pas investir, veut pas mettre autant que l'État est prêt à mettre 870 millions sur la table, si l'industriel n'est pas prêt à les mettre pour produire ici, ça pose souci, on pose la question de la nationalisation. Je suis dubitatif que dans l'année qui vient, on parvienne à porter un projet. On aura des petits trucs. Tout ce que je pourrais gratter, j'irai le gratter pour les gens. Il n'y a pas de doute. Mais c'est pas vrai que c'est dans ce temps d'incertitude. C'est sur le long terme. Voilà. Là, maintenant. Mais du coup, sur le long terme, est-ce qu'il n'y a pas un travail sur le modèle de la société quand même? Parce que moi, je suis agriculteur, je viens du milieu rural, je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise, d'artisans. À un moment donné, notre modèle social, les gens, ils en peuvent plus, quoi. Ils en peuvent plus du modèle social. Parce que n'importe quel entrepreneur, chaque fois qu'il gagne 10, dans sa poche, il va 2 ou 3, quoi. Et porter le modèle social tel qu'il est aujourd'hui, quand on me demande en même temps d'être compétitif, on l'a dit, par rapport à la Nouvelle-Zélande ou l'Amérique du Sud, mais c'est impossible, quoi. C'est impossible aujourd'hui. D'abord, c'est une réalité qu'aujourd'hui, pour un peu au-dessus du SMIC, pour augmenter un salarié de 100 €, pour qu'il ait 100 € en plus dans sa poche, il faut qu'un patron donne 400 € supplémentaires. Donc c'est un souci. Et je veux dire, ça doit être posé sur la table. Moi, je suis pour des états généraux de la fiscalité. Et qu'il y ait des artisans, des commerçants, qu'il y ait des salariés, des ouvriers, et des auto-entrepreneurs, qu'on ait même des grands patrons comme Bernard Arnault, tout le monde autour de la table, et qu'on se demande comment on finance, parce qu'il faut le financer, nos routes, nos hôpitaux, nos écoles et tout ça. Il faut bien trouver des moyens pour ça. Où est-ce qu'on va aller chercher? Je suis pour qu'il y ait des états généraux de la fiscalité. Alors moi, j'ai mes propositions, mais je pense que ça doit être maintenant très largement débattu. La nation française est née sur la question de la fiscalité et sur des états généraux. 1789, c'est ça. Et ben, je pense qu'on doit être dans un temps où on renoue avec une grande discussion sur comment on finance, mais surtout pourquoi on le finance. Enfin, je veux dire, vers où on veut aller ensemble. C'est terminé. Tiens, encore une question. Est-ce que vous êtes candidat? Non, on a dit qu'on la poserait qu'une seule fois. Non, je rigole. Alors, une dernière question comme ça. Vous avez des nouvelles de Sarah Salman? J'ai des nouvelles par la presse, puisque je vois qu'elle est sur le tapis rouge avec un autre invité que vous aviez ici, Luc Besson. Donc voilà, je ne sais pas si elle prépare un nouveau film avec lui. Elle a pris goût au cinéma. En tout cas, je ne sais pas si vous entendez combien le contenu de ses déclarations sur le travail, sur les difficultés dans les usines, la compréhension que oui, vous l'avez retourné, c'est pas possible pour tout le monde. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc moi, je suis toujours pour qu'on ait des stages, qu'un ministre qui devient un ministre de la Santé, il aille faire un stage d'abord dans un hôpital, qu'un ministre de la justice, il aille faire un stage en prison, comme ça bien un stage. Mais voilà, je suis pour qu'il y ait le développement de ces stages. Merci. Il n'y a rien que le vécu. Ça apporte une humanité, vous savez. Bien sûr. Merci François Ruffin d'être passé par les GG, par les grandes